Diaspora FM au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. De nos jours, les jeunes fuient de plus en plus le mariage, chers amis de Parole aux jeunes. Et pour quelles raisons? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'importance du mariage civil. Le mariage est si compliqué, autant de questions qui trouvent difficilement de réponses chez les concernés eux-mêmes. Beaucoup de jeunes ne souhaitent pas aborder le sujet. Mais Diaspora FM, à travers son émission Parole aux jeunes, prend la responsabilité de lever un coin de voile sur tout ce qui concerne le mariage civil. Et pour éclairer les jeunes qui nous suivent sur la 102.3 Diaspora FM, pour le compte de ce numéro de votre émission, je reçois Maître Layo Priska Ogoubi, avocate au barreau du Bénin, secrétaire générale de l'association des femmes avocates du Bénin. Elle va aborder la thématique ce soir. Aristide, c'est mon prénom, Setting, c'est mon nom. L'autre fois, Aristide Setting, on va démarrer cette émission avec cette belle sonorité signée du duo Nicanor, Cécimé, ça donne toi et moi. Et on revient juste après. Amour, toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh bébé, marchons nez dans la mer pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui c'est vrai que tu me fais si mal. J'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Chérie, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, nos marchés. Ouais, le pono, j'ai nos marchés, nous, yeah. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le pono, j'ai nos marchés, nous, yeah. Sans fond, nous, liberté. Dans ce studio de la 102.3 Diaspora FM pour véritablement démarrer cette émission. On va dire d'abord bonsoir à Maître Layo Priska Ogoubi. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, on veut démarrer. Je vais vous demander,
Est-ce que vous constatez aujourd'hui que les jeunes ne se donnent pas au mariage? J'espère que vous avez les statistiques de votre déclaration. Moi, je ne peux pas y répondre parce que les mariages, ça se célèbre quand même tous les jours. Mais on constate aujourd'hui que les jeunes, non, je ne parle pas des personnes âgées, hein. Quand on va dans les mairies, on constate que les jeunes ne font plus le mariage. D'accord, la dot, oui, connaissance des parents, oui, mais le mariage civil devant l'officier d'état civil. Oui, si vous le dites, c'est certainement parce qu'il y a peut-être une appréhension un peu plus erronée. On n'a pas la pleine connaissance de l'acte pour lequel on veut s'engager. C'est peut-être ça qui entraîne des réticences. Sinon, la jeunesse et le mariage, je pense que il faut nuancer quand même. Il faut nuancer. S'adonner au mariage, ce n'est pas. Il faut mieux comprendre la chose avant de s'y engager. Avant de parler de la définition ou bien de donner une clarification conceptuelle du mariage civil, combien de temps, si une femme me dit oui aujourd'hui, combien de temps je peux prendre avant de faire le mariage civil? La loi n'a pas défini un temps. Et on ne peut pas non plus, même en l'absence de la loi, définir un temps pour aller au mariage civil. C'est juste que si vous rencontrez la personne le matin, que vous vous entendez sur un certain nombre de choses, sur cette confiance mutuelle qui vous lie, vous pouvez décider dans l'après-midi de vous présenter devant l'officier d'état civil. On ne peut pas dire qu'il y a un délai à observer, ni une procédure avant d'aller au mariage civil. Il y a juste des pièces à produire à l'officier d'état civil et puis voilà, ça peut se célébrer puisque c'est un contrat. C'est un contrat, je ne sais pas, je m'aventure en même temps sur ce qu'on peut entendre par mariage civil. Bien entendu. Comme je suis en train de le dire, c'est un contrat qui unit deux personnes. Je fais exception de toutes les considérations de nos jours par rapport à la question de mariage. Sinon, ce que le Code des personnes et de la famille en vigueur depuis 2004 en République du Bénin a prévu, c'est l'union d'un homme et d'une femme devant l'officier d'état civil. Donc, le mariage civil, c'est aussi banal que ça, c'est ça. C'est le jour où vous vous rendez devant l'officier et que vous accordez une vie commune avec les conséquences. Le mariage est célébré et puis c'est terminé. Voilà. Nécessairement devant l'officier. Devant l'officier d'état civil. La qualification d'officier d'état civil est bien définie dans la loi, de sorte que vous ne pouvez pas rentrer dans une mairie et vous présenter devant n'importe qui ou faire signer vos documents par n'importe qui et dire que vous êtes marié. L'acte de mariage est signé par l'officier d'état civil. Cette personne est qualifiée à cet effet-là, de sorte que si vous vous retrouvez devant un autre agent de la mairie, l'acte, c'est-à-dire le document qui consacre votre mariage, peut être annulé si la personne qui a posé sa signature en tant qu'officier d'état civil n'a pas cette qualité. Voilà. D'accord. Et déjà, est-ce que je peux vous demander les pièces à constituer d'abord? Je ne saurais le dire. Je ne suis pas officier d'état civil. Quand vous entrez dans les mairies et que vous vous renseignez, on vous dira les pièces constitutives du dossier de mariage. Mais ce qui est primordial, qui peut engendrer des conséquences de droit après, c'est le document qu'on intitule, je n'ai pas trop ça en tête, mais un certificat sur votre état de santé. Parce que la loi dit, lorsque vous célébrez un mariage et que vous ne faites pas connaître à votre conjoint ou conjointe préalablement au mariage que vous avez une maladie ou vous avez des incapacités à accomplir pleinement le rôle qui est le vôtre dans le mariage peut être annulé de ce fait-là si vous cachez au moment de la célébration du mariage, si vous cachez vos antécédents à votre conjoint. Après la célébration, si l'autre conjoint le découvre, ce mariage peut être annulé de ce fait-là. Mais si la femme accepte ça, oui, mon mari m'a menti ou bien mon fiancé m'a menti, il m'a caché sa maladie, mais monsieur le maire, moi je veux aller au mariage avec lui. Oui, si malgré que, non, je dis, essayez de mieux me comprendre. Si l'un des époux a une maladie cachée à l'autre au jour de célébration du mariage et que c'est au lendemain que la personne non malade se rend compte qu'en fait, il ou elle a célébré un mariage avec quelqu'un qui avait un antécédent sanitaire
qui empêche. Au fait, il faut que l'antécédent empêche de jouir du mariage. Parce qu'il y a les fruits du mariage. Les rapports sexuels, je m'excuse d'être trop cru comme ça, les rapports sexuels et puis les enfants. Et la vie en commun, si la maladie empêche véritablement la vie en commun et qui est cachée avant la célébration, la personne qui n'a pas connaissance de ça et qui le découvre plus tard peut demander au juge d'annuler ce mariage. Parce que le divorce est différent, a des effets différents que l'annulation. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Maître Priska. Je reste avec vous. Un homme qui décide d'aller au mariage et prend la voie du mariage civil. Dites-moi, quels sont les avantages d'abord pour la femme? La femme qui bénéficie de ce mariage civil-là. D'abord pour la femme, quels sont les avantages pour elle? Je ne sais pas pourquoi vous estimez qu'il y a des avantages pour la femme et puis il y aura des avantages pour l'homme. Les avantages d'un mariage, ça profite aux deux. Je préfère aller de façon globale. Les avantages d'un mariage civil, mis à part l'accord de volonté, c'est-à-dire le fait de se sentir capable à vivre en commun avec une autre personne, vous avez des effets qui sont... La vie ensemble même, la vie en commun est régie sur aussi bien vos patrimoines que sur votre personne. Maintenant, ce qui arrange la femme dans un mariage, ce qui est avantageux pour la femme dans un mariage, c'est qu'elle, je ne dirais pas un profit, c'est qu'elle utilise le nom de son mari. C'est déjà un premier élément. C'est-à-dire, en plus de son telle nom, personne, épouse ou madame, on met le nom du mari avant de mettre son propre nom. Vous voyez, dans le contexte africain qui est le nôtre, on estime que c'est quand même, ça vous donne un plus d'être épouse de quelqu'un. Vous voyez, et donc, comme avantage, je peux déjà dire que c'est le nom que porte la femme. Le deuxième avantage, c'est la qualité même d'épouse qu'on a, de sorte que si vous avez un contrat de mariage, par exemple, vous précisez comment se gère ou comment va se gérer vos biens. La communauté, la séparation ou la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire, dès la célébration, si vous avez un contrat de mariage, vous énumérez déjà comment vous comptez gérer vos biens dans le mariage et après le mariage. Si vous ne le faites pas, la loi dit c'est la séparation de biens, c'est-à-dire si vous n'avez pas un contrat de mariage, chacun possède ses biens tels qu'il les a achetés. Le mari qui achète sa parcelle, c'est pour le mari. La femme qui achète sa parcelle, c'est pour la femme. Donc, je ne peux pas l'ériger en avantage. L'avantage serait beaucoup plus si il y a un contrat où les parties décident expressément d'aller en communauté de biens. C'est-à-dire les biens qui sont pour la femme sont aussi pour l'homme. Donc, si je comprends bien, on peut faire le mariage civil et chacun garde ses biens. Oui. Okay. Quand vous restez silencieux devant l'officier d'état civil le jour où vous êtes en train de célébrer le mariage, vous ne parlez pas de comment vont se gérer vos biens. La loi dit clairement que c'est la séparation du bien. C'est-à-dire, la femme a ce qu'elle a, le mari a ce qu'il a. Okay. De sorte que même dans le mariage, si la femme va acheter une voiture, va acheter une maison et constitue son commerce, ça reste son patrimoine personnel. De même, le mari aussi a son patrimoine personnel. Voilà. D'accord. Donc, merci. Je ne vois pas les avantages dont vous parlez dans le mariage civil. Donc, en réalité, il n'y a pas trop d'avantages dans le mariage civil. Non, on est là pour se compléter. On est là. Je ne vois pas il n'y a pas d'avantage. Il y a qu'on se complète. On ne peut pas dire que c'est avantageux pour une femme d'être mariée. Je ne vois pas ce que vous mettez dans avantage. D'accord. Je pose un autre problème. Oui. Celle qui est allée devant l'officier d'état civil avec son mari. Oui. Et par mégarde, l'homme est tombé amoureux d'une autre femme jusqu'à lui faire enfant. Est-ce que les enfants de celle qui n'est pas allée devant l'officier d'état civil, ces enfants-là ont les mêmes prérogatives ou les mêmes privilèges que les enfants de celle qui est allée devant
l'officier d'état civil. Oui. Ce que avant d'aller proprement à la question, je vais rappeler que avant la loi de 2002, mise en vigueur en 2004, c'est-à-dire le Code des personnes et de la famille, avant qu'un enfant né hors mariage ne soit véritablement considéré comme enfant du ménage, il faut l'accord express de l'autre mari ou de l'autre conjoint qui n'est pas le géniteur de l'enfant. Mais avec la loi de 2004, tous les enfants dans le mariage, hors du mariage, tous les enfants, il suffit juste que ça soit un enfant biologique, même les enfants adoptés ont le même rang. Et le même rang, c'est beaucoup plus lors de la succession que le problème se pose. Si vous, femmes, vous avez eu 1 ou 2 enfants, avant de venir vous marier avant de célébrer votre mariage, le jour de votre décès, aussi bien les enfants que vous avez eus avant votre mariage que les enfants que vous avez eus dans le mariage sont au même pied d'égalité dans le partage de vos biens. Ah bon? Au même pied d'égalité. Si les biens sont à partager par 5, chacun reçoit le 5e, aussi bien les enfants du mariage que les enfants nés hors du mariage. C'est également la même chose que pour l'homme. Et donc, si je suis mariée à quelqu'un et que malgré que je suis dans le mariage, mon mari va faire d'enfants dehors, comme on le dit communément, va faire d'enfants avec une autre femme, au jour de son décès, puisque c'est là l'effet se ressent le plus véritablement. Au jour du décès de mon mari, si j'en ai 3 et que c'est 2 qui sont dehors, on dira que la personne décédée a 5 enfants et on partage ses biens en 5 équitablement. Donc il n'y a pas, c'est mes enfants, il était dans le mariage avec moi. Le code, la loi de 2002, mise en vigueur en 2004, a ramené les enfants au même pied d'égalité. Voilà. Merci beaucoup, Maître Layo Priska Ogoubi, sur les avantages du mariage civil. Mais moi, j'ai toujours une question. Est-ce que c'est bien toujours de faire le mariage civil? Vous, par exemple, quand on vous prend Maître Layo Priska Ogoubi, vous êtes marié devant l'officier d'état civil. Qu'est-ce que cela vous a fait le jour de ce mariage-là, par exemple? Bon, en fait, je vais pourquoi vous avez décidé d'aller faire le mariage civil, par exemple? Monsieur le journaliste, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller faire le mariage civil? Je ne l'ai pas fait dans un but d'en tirer quelque avantage que ce soit. Okay. J'ai juste voulu que de façon juridique, que le lien que j'ai avec mon mari soit beaucoup plus consacré. Et donc, il n'y a pas à dire que la femme a un avantage particulier ou bien a un privilège, voilà, en étant femme mariée. Comme je vous l'ai dit, c'est dans le contexte qui est le nôtre, le contexte africain. Sinon, le mariage civil, célébrer le mariage civil, c'est dans la disposition du patrimoine. C'est dans la disposition du patrimoine. C'est un peu comme si, dès que vous vous mariez avec un homme, et que c'est au cours du mariage, c'est-à-dire au moment où vous êtes sous son toit, qu'il achète une maison. La maison appartient à qui? Avant de dire à qui appartient la maison, il faut aller interroger le régime sous lequel le mariage a été célébré. Si le mariage a été célébré sous la communauté de biens, le bien était acquis par le mari, certes, mais ça devient le bien des deux. Si c'est sous le régime de la séparation des biens, ou en cas de silence, c'est la séparation de biens, comme je l'ai dit, le bien demeure le bien du mari qui a acheté, c'est son nom qui est dessus, ça demeure pour lui, point final. Vous pouvez y mettre plus de la moitié tant que votre nom n'y figure pas ou tant que vous n'avez pas les éléments de preuve à rapporter pour justifier que vous avez participé à l'achat de ce bien-là, ça demeure le bien du mari. Mais quand vous êtes en communauté réduite aux acquets, c'est-à-dire votre communauté n'est réduite qu'au bien que vous avez acquis lors du mariage. De sorte que, je donne un exemple, si la femme a déjà une parcelle avant de se marier, la parcelle demeure sa parcelle.
Mais si le régime dit que c'est la communauté réduite aux acquêts, à partir du moment où elle a célébré le mariage, les parcelles qu'elle achète dans le mariage devient la parcelle des deux. De sorte que pour liquider le régime matrimonial après le divorce, on va faire le calcul des biens achetés lors du mariage. Et on partage en deux pour les époux. Vous me comprenez? D'accord, voilà. Je comprends mieux maintenant. Pour être plus simple et plus clair et plus précis, il vaut mieux, avant de célébrer un mariage, aller signer un contrat. Mais le contrat se signe devant le notaire. Vous allez devant le notaire, vous lui dites, voilà, on veut célébrer un mariage, mais par rapport à nos biens, voilà comment on entend disposer. Voilà. Vous faites un contrat, vous vous entendez sur tout. Vous vous entendez sur tout avant d'aller devant l'officier d'état civil. Et l'officier marque dans votre acte de mariage que vous avez un contrat de mariage. De sorte que tous les rapports qui vous lient pendant et après le mariage, vous avez déjà disposé de ça. Sauf si le contrat se voit être annulé pour d'autres causes. En droit, d'autres causes. Il y a des éléments d'annulation d'un contrat. Mais si ce n'est pas ça, le contrat demeure. Mais cela n'empêche pas qu'en cours de mariage, si vous sentez le besoin de modifier les dispositions, vous revoyez le régime matrimonial. Vous pouvez décider, tel que vous aimez votre femme ou tel que vous aimez votre mari. Au début, vous étiez resté silencieux, donc chacun avait ses biens. Et à un moment donné, vous sentez que l'amour est devenu tellement fort, vous avez tellement fait de choses ensemble. Vous retournez au tribunal, vous dites que vous voulez changer de régime matrimonial. Et vous quittez la séparation pour la communauté. Comme vous pouvez quitter la communauté et redevenir séparation des biens, vous pouvez changer le régime matrimonial à tout moment. Donc ça veut dire que la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. D'accord. Ce que je voudrais demander avant qu'on ne prenne une petite pause, tout de suite, est-ce que la loi permet à un homme d'aller faire 2 mariages civils? Non. La loi ne permet pas. La loi ne le permet pas et jusqu'au code pénal en vigueur, jusqu'avant le code pénal en vigueur, lorsque vous célébrez un second mariage, alors que vous avez un premier mariage, la loi vous sanctionne. Vous pouvez même être emprisonné pour ça. Et pourquoi? La bigamie était une infraction, mais maintenant ce n'est plus une infraction. D'accord. Mais c'est juste que le second mariage s'annule d'office. Puisque le code des personnes de la famille a dit c'est le régime monogamique qui est de mise en République du Bénin. Ah, ça veut dire qu'en réalité la polygamie n'est pas autorisée au Bénin? La polygamie n'est pas autorisée par la loi au Bénin. C'est le régime monogamique qui est consacré par la loi de 2004. Si par exemple j'ai fait le mariage civil et que je trouve une autre femme et je veux l'épouser devant l'officier d'état civil encore pour une seconde fois, est-ce que la première femme peut porter plainte? Elle porte plainte contre vous pour bigamie. Elle s'oppose à ce mariage-là et elle a le droit de s'opposer. Même si elle ne s'opposait pas et qu'elle n'avait pas connaissance que vous aviez célébré un second mariage, à partir du jour où elle a connaissance, elle va au tribunal et puis on annule ce second mariage d'office. Il n'y a même pas discuté autour de pourquoi c'est arrivé, dans quelles conditions il a fait le... Non, c'est le régime monogamique qui est reconnu au Bénin. Voilà. On va prendre une petite pause et on va revenir maintenant sur la phase de déroulement du divorce. Et là, peut-être ce sont les conséquences du mariage civil. Chers fidèles auditeurs, vous êtes sur la 102.3. L'émission s'appelle bien entendu Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons décidé exclusivement de parler du mariage civil, raison pour laquelle on a invité pour vous Maître Layo Priska Ogoubi. Elle est avocate au barreau du Bénin. Elle est également la secrétaire générale de l'association des femmes avocates du Bénin. Amant, je t'aime trop. Si pas des mots, des hommes, il y en a trop. Sans te mentir, à non marcher. Ouais, le point de non marcher. Amour comme si, amour comme ça. L'amour
à force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de peine. Comme un soleil bien brillé, bien éclairé cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que l'amour. Si pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le prenons de nos marchés. Ouais, le prenons de nos marchés. Amour, je t'aime trop. C'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le prenons, ouais, le marché. Ouais, le prenons, ouais, le marché. No, yeah. Wanini donwe. Wanini. Zofo mubibasi. Kaka basonoku. Et puis ne le casse pas. Amour comme ci, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Dans ce studio, chers amis, en ce qui concerne le mariage civil, j'espère que chacun note déjà et chacun doit prendre sa responsabilité, chers amis, surtout les aspirants au mariage. Tout de suite, Maître Priska, je voudrais vous demander, c'est quoi le divorce? Quand on dit, beaucoup entendent le divorce, il a divorcé. C'est quoi le divorce selon vous? Oui, le divorce. Monsieur le journaliste, le divorce. Le divorce, c'est le divorce. Le divorce, c'est la rupture du lien conjugal. Point final. Il n'y a pas autre chose. On met fin à la relation. Maintenant, la fin de la relation engendre des conséquences. Puisque nous avons passé du temps ensemble, puisque nous avons eu à faire des choses ensemble, la fin n'est pas aussi facile ou aussi banale à gérer. Vous voyez? Les effets sont aussi bien sur la personne que sur les biens. Tout ça arrive quand on a des biens ensemble. Enfin. Mais quand même, l'homme qui évolue doit avoir quand même... En fait, tout se résume sur le patrimoine. Le patrimoine. Si vous voyez des gens aller au divorce, ils ont forcément une cause. Une cause ne veut pas forcément dire que ça dépend de quelqu'un. Non, on peut aller au divorce par consentement mutuel. On peut à un moment donné de sa vie se dire ou bien comprendre qu'en réalité, comme j'aime à le dire, on n'était pas fait l'un pour l'autre. On peut en arriver à ce moment et on n'a pas besoin de créer une ambiance de guerre, une ambiance de... Je ne sais pas trop comment je vais l'appeler, mais quand on en arrive à faire l'analyse et à conclure qu'en réalité, on ne se sent plus, on n'est plus véritablement ensemble parce qu'on peut être ensemble sans être ensemble. Est-ce qu'on peut faire le divorce, par exemple, et rester encore sous le même toit? J'ai divorcé. Ce n'est pas exclu. Comment je peux divorcer devant puisque le divorce veut dire la rupture juridique du lien matrimonial. Donc, on peut divorcer et rester sous le même toit. C'est comme je le dis, il faut beaucoup plus, on conçoit ou on voit le mariage ou le divorce beaucoup plus sur, les conséquences sont beaucoup plus sur les aspects patrimoniaux, c'est-à-dire le patrimoine. Je n'inclus pas encore les enfants, je mets entre parenthèses d'abord les enfants. Sinon, à part les effets patrimoniaux, je pense que, comme on le dit vulgairement,
Les Blancs se marient aujourd'hui, demain ils divorcent et puis ça passe. Hein? Si on divorce, par exemple, les enfants portent, par exemple, voilà, moi, mon nom. C'est la question la plus délicate. C'est la question la plus complexe. C'est la question la plus compliquée à gérer quand on parle, quand on en arrive au divorce. Même dans le mariage, c'est la question la plus compliquée à gérer. Quand je dis la question la plus compliquée à gérer, je ne reviens pas sur le mariage, mais on a oublié peut-être de dire, vous aurez pu me poser la question de savoir les enfants dans un mariage. Oui, mais allez-y. Les enfants dans un divorce. C'est l'occasion, allez-y, maître. Les enfants dans un mariage c'est un sujet vaste. Hein? Si vous voulez, on prend notre créneau carrément, on parle enfants dans le mariage, dans le divorce. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est carrément autre chose. Il n'y a pas de souci, on le fera. La sensibilité même, c'est que l'effet même, la ferveur même, aussi bien du mariage que le divorce, se ressent à ce niveau-là, au niveau des enfants. Vous allez constater qu'un couple ou deux personnes mariées sans enfants qui veulent divorcer, c'est tellement vite arrivé, tellement vite allé, qu'on se dit, ok, chacun a... Et puis, c'est la question qu'on se pose à première vue. Quand on dit on veut divorcer, vous avez des enfants? C'est la première question qu'on vous pose. Parce que quand vous avez des enfants, les conséquences sont tout autre chose. Les effets sont tout autre chose. Quand on a des enfants et que les enfants portent mon nom de famille, par exemple, les enfants me reviennent d'office, maître Prisca. Vous voyez. En tout cas, je les enfants ne me pourrais pas avoir d'office. le temps nécessaire parce que la question des enfants, c'est un sujet très sensible et je n'aime pas les aborder n'importe comment. J'ai tellement d'estime pour les enfants que quand c'est les enfants qui sont en jeu, je préfère prendre mon temps et décortiquer point par point les questions qui concernent les enfants. Il y a des sujets sur lesquels... Je vous prie de mettre entre parenthèses. Non, il y a quelque chose qu'on doit comprendre et les fidèles auditeurs veulent comprendre. Au moins là, avant qu'on aille au fond même du sujet. Oui. Mais si nous avons fait le mariage civil et que l'État nous reconnaît, te reconnaît comme mon épouse et me reconnaît comme ton époux et qu'on arrive à avoir des enfants. Et après, on se dit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ou il y a un problème, on arrive au divorce et qu'on a fait par exemple 3 enfants. Maître Prisca, mais l'État ne peut pas confier ces 3 enfants à la femme, non? Pourquoi? Je vous dis déjà, excusez-moi. Je vous dis déjà avant de continuer mes propos. Oui. Que la question la plus cruciale, la question la plus complexe en matière de mariage comme de divorce, c'est les enfants. Et qui que ce soit, je veux quand même que les auditeurs comprennent que quand quelqu'un veut se décider à un mariage ou à un divorce, qu'il sache tout de suite que les premières personnes, les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus sensibles, c'est les enfants. Quand vous faites un mariage, les enfants portent votre nom, l'autorité parentale est assurée par les 2 parents, l'éducation, l'entretien, c'est les 2 parents, tout va bien, il n'y a pas de problème, les enfants sont entretenus, les enfants sont épanouis, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence par tourner mal, les premières personnes, c'est les enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le divorce par consentement mutuel, je reviens à l'expression, c'est l'accord des 2 parties, de dire, bon, ok, on ne se sent plus, on ne s'entend plus, on constate visiblement qu'on a des points divergents, on va s'entendre, on va se séparer. Il n'y a pas de problème. Quand vous n'avez pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Vous rédigez votre convention, vous allez devant le juge vous homologue, vous divorcez, point barre. Le juge ne vous pose même pas des questions dans les détails. Pourquoi, non. C'est pas consentement mutuel, on s'est entendu, on ne veut plus rester ensemble. Point final. Le juge constate. Oui, quand l'autre partenaire refuse, il y a des cas où vous allez vous démarrer par un divorce par consentement mutuel, mais au cours de procès, ça change de dénomination, ça devient divorce pour faute. Parce que on se dit, mais tel que ça évolue là, mais moi je fais des concessions, mais lui, il comprend pas que je lui fais des concessions. Et ça commence par se distancer, et puis rapidement ça change, on peut changer à tout moment. Au lieu de divorce par consentement mutuel, ça devient divorce pour faute. Et c'est l'autre branche. Le divorce pour faute, c'est le divorce
provoquée par un des partenaires. C'est-à-dire, un des partenaires a commis une faute qui oblige l'autre partenaire à demander le divorce. Et la conséquence tout de suite, c'est les dommages et intérêts. Parce que moi, je ne suis pas prête à quitter le mariage, je ne suis pas prête à rompre le contrat, mais si vous voulez rompre le contrat, c'est que vous devez me dédommager. Et voilà, Non, maître, et pourquoi je vais vous dédommager? Vous allez me dédommager sur 2 aspects. Le premier aspect, je ne suis pas prête à quitter le lien. Parce que au-delà de l'amour, de tout ça, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat que vous signez. Et le premier élément du contrat, c'est dire oui, on veut rester ensemble. Et c'est en fonction de ce vivre ensemble que chacun fait ses programmes. Si je suis mariée à vous, on est d'accord, vous et moi, que je ne peux pas me lever d'un jour au lendemain pour dire je voyage. Je dois vous informer. On doit en discuter. Vous devez comprendre la pertinence de mon voyage avant de me laisser partir. Mais ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Voilà. Ça Et devient donc, sérieux. en quittant ce lien, pour quelque motif que ce soit, vous me créez des dommages. Parce que désormais, vous me dites, ah non, on ne fonctionne plus ensemble, apprends à fonctionner seul. Alors que pour un bon moment, j'ai fonctionné avec votre présence. Donc, c'est une première cause de dommages et intérêts. Deuxième élément de dommages et intérêts, qui est pour l'homme comme pour la femme. L'état dans lequel vous me laissez, on a fait du temps ensemble. J'ai pris de l'âge, j'ai pris le temps de, bon, comme je le dis dans mon jargon, de me faner. Et donc, qui est prêt à me reprendre, moi? Je ne pense pas. Et donc, vous devez me dédommager. Le dédommagement, ça peut être de l'argent? C'est de l'argent, c'est pas autre chose, c'est de l'argent. Il ne faut pas se cacher les mots. Hein? Les dommages et intérêts, c'est de la liquidité pure, c'est de l'argent. Maintenant, on peut nuancer. Je vais vous donner un exemple pour être plus concret. C'est comme une dame avec un monsieur qui se marie sur des années, 25, 30, 35 ans. Et le monsieur ou la femme, pour une raison ou une autre, décide de divorcer. Vous êtes d'accord que l'âge que j'avais au moment de la célébration du mariage, plus 20 ans, plus 25 ans, plus 10 ans, n'est plus la même personne qu'au jour de la célébration. Eh bien, quel homme est prêt à me reprendre dans cet état-là? Vous devenez taïno à la maison. Ah, d'accord. Vous devenez taïno. Okay. Une personne ressource en famille. Personne ressource en famille. Et puis, c'est le contexte qui est le nôtre. Et donc, la femme peut, je parle femme parce que je suis plus femme, la femme peut décider. J'ai connu un cas récemment, à défaut de recevoir de l'argent, dommages et intérêts, si la faute est prouvée que c'est du côté du mari, c'est le mari qui veut unilatéralement mettre fin à la relation, c'est-à-dire mettre fin au mariage, l'autre partie réclame des dommages. Il peut en arriver même jusqu'à demander à être maintenu dans le domicile conjugal. Puisque de toute sa vie, si je peux l'exprimer ainsi, la femme a contribué à l'évolution, à l'épanouissement, à la richesse de l'homme. Nous les femmes, nous sommes tellement dans cette naïveté-là. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Et on a ramassé tontine, on lui remet ça, va acheter parcelle. On a ramassé tontine, on lui remet ça, oui, va construire. Ça n'existe plus aujourd'hui avec les jeunes. Sans aucun élément de preuve. Ça n'existe plus aujourd'hui avec les jeunes. Ah, ça n'existe plus. Tontine ramassée et donnée à un homme là. Ah, j'en suis heureuse alors. J'en suis très heureuse. Oui, parce qu'on en rencontre. Oui, c'est la dame qui a peut-être acheté tous les tonnes de ciment pour la construction. C'est elle avec son petit commerce là, acheté les fers, les gravillons et tout et tout. On a construit, on y habite, on est resté des années durant. Et le jour du divorce, on dit séparation de corps. Oui, c'est ma parcelle, c'est ma maison, il faut sortir. Vous imaginez le manque à gagner pour la dame? C'est énorme, c'est sa vie qui est partie en l'air. Et des dames d'un certain âge se voient obligées de retourner en location alors qu'elles étaient chez elles, ensemble avec leur mari, des années durant, je dis bien des années durant. C'est là qui appelle les conséquences des dommages et intérêts. Et combien on peut payer comme ça? Entre parenthèses, ou bien c'est la femme qui décide, ou bien la loi a donné une marge? Non, il n'y a pas de marge pour les dommages et intérêts. Vous appréciez au cas par cas.
Le dommage qu'on a subi, c'est au cas par cas. Vous voyez, l'exemple que je viens de vous donner, comme quoi la dame a contribué à l'achat de la parcelle, à l'érection du domicile conjugal et autres. Et d'un jour au lendemain, le mari décide de quitter, ça doit ouvrir droit de dommages et intérêts, qui ne seraient pas les mêmes qu'un homme et une femme qui ont peut-être tout le temps vécu en location et un jour, le monsieur décide de divorce. Ça ne sera... Le quantum du dommage ne sera pas le même. Ça, on l'apprécie au cas par cas. On l'apprécie au regard de l'investissement de la femme. L'investissement n'est pas que financier. Il y a l'intellectuel. Il y a la mise à disposition de sa personne. Quand vous étiez en train de construire, ou quand vous étiez en train de vouloir acheter votre voiture, d'acheter domaine, d'acheter parcelle, cette femme-là qui... malgré qu'elle n'a rien mis, elle ne vous a pas donné de l'argent de sa poche, est restée quand même sans la popote des années durant à nourrir les enfants parce qu'elle sait que vous êtes dans un projet de construction de maison. Elle est restée tout le temps à nourrir les enfants, a dit bon, comme tu es dans le projet de construction, comme tu es en train de construire, ce n'est plus nécessaire que tu m'envoies la popote, laisse, je vais gérer, c'est sa contribution. Ok. Vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas ça comme ça. Il faut arriver devant le juge, expliquer pour que le juge s'en rende compte. Vous voyez. Il y a des femmes qui viennent sans aucun élément sous la main. Ce sont des conséquences. Elles n'ont aucun élément sous la main comme preuve. Mais en réalité, c'est elles qui ont construit. Vous voyez. Donc, on apprécie au cas par cas les dommages subis. Mais ce qui est sûr, quand le divorce est de la faute de quelqu'un, ça ouvre droit des dommages intérêts. Ok. Il n'y a rien à faire. Voilà. Vous avez demandé à ce qu'on trouve un autre créneau en ce qui concerne les enfants, parce que c'est le gros lot. Nous allons trouver le créneau. Parce qu'il faut parler de la question de la garde des enfants. Tout à fait. Comment il faut, l'autorité parentale est confiée à qui, les questions de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, il y a plein de trucs à discuter sur la question des enfants. Ce sont des choses que vous rencontrez au quotidien. Au quotidien. Voilà. D'accord, on revient sur un autre aspect, Maître Layo Priska Ogoubi. Nous avons parlé de ça déjà une fois, c'est très important. La succession, on a déjà parlé de succession de l'enfant né au mariage, hein? On a déjà parlé de cela. Aujourd'hui, c'est un phénomène que nous constatons, Maître Layo Priska. Je voudrais que vous leviez un coin de voile en tant qu'avocate parce que les gens peuvent venir vous exposer ces cas-là pour la défense au tribunal. Quand la fille décide de tomber enceinte pour un homme, je veux que vous reveniez sur ça, Maître Priska. La grossesse, la grossesse est-elle une garantie pour le mariage? Ça fait la deuxième fois que vous ramenez ce sujet-là. C'est très important. Je veux comprendre. On veut parler de la grossesse ou on parle de la succession? Non, on parle de la grossesse d'abord. Je l'ai déjà dit. La grossesse n'est pas une garantie pour le mariage. Mais ce que je dis, Maître Priska, si une femme fait un enfant pour moi, d'accord, elle est d'office mon épouse, non? Elle est votre femme. Elle n'est pas votre épouse. Elle n'est pas mon épouse. Non. L'expression ou bien le mot épouse est employé dans le cadre du mariage civil. Ok. Épouse est employée dans le cadre du mariage civil. Puisque comme vous l'avez si bien dit à l'entame, quand vous êtes marié légalement, on dit Madame Tant épouse Tant ou bien Madame Tant né Tant. Voilà. D'accord. Okay. Donc, enfin, pour être dans le bon français, le mot épouse ou époux s'applique aux personnes mariées devant la loi, devant l'officier d'état civil. Voilà. D'accord. On revient alors sur la succession de l'enfant né au mariage. Vous avez un mot encore à dire sur ça? Non, je préfère revenir encore sur la question de la grossesse. Oui, allez-y. Vous tentez de dire si une femme attend un enfant de vous, elle est votre femme, hein? Elle est la mère de votre enfant, elle est votre femme. Je ne sais pas si je me fais clair. Oui, tout à fait, je comprends. Vous avez dit ça, mais elle n'est pas mon épouse. Parce que avant d'être épouse, il faut aller devant l'officier d'état civil. Et voilà, sur la question de la succession. Je ne voulais pas en arriver là parce que ça appelle quand même tout de suite le décès. C'est ce que je ne voulais pas faire. Mais
l'avantage du mariage, comme vous l'avez demandé au début, se constate dans la succession. Ok. Puisque la femme légalement mariée a droit au quart, ou l'homme légalement marié a droit au quart de la succession du conjoint décédé. Sans contrat? Sans contrat. Que ce soit régime, communauté, séparation, réduite aux acquis et tout là. Au décès, l'époux survivant, j'ai dit époux, il ne faut pas que les femmes pensent que c'est elles seules qui ont droit au quart. L'homme aussi a droit au quart. Ok. L'époux survivant a droit au quart de la succession de la personne décédée. D'accord. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Les 3 quarts qui restent, quand on prend le patrimoine divisé en 4, le patrimoine de la personne décédée on divise en 4. L'époux survivant prend une partie. Les 3 autres qui restent, tous les enfants nés dans le mariage comme hors du mariage se partagent le reste. Et que nos parents arrêtent de penser que si une femme est mariée et que son mari décède, si elle n'a pas d'enfant, que son patrimoine est dévolu à ses parents. Que nos parents arrêtent de penser ça. La loi n'a jamais dit ça. Ah, donc si je fais un mariage avec... si vous faites un mariage civil et que malheureusement, vous n'aviez pas eu d'enfant et que vous décédez, votre épouse a droit à la moitié de votre patrimoine. Divisé par 2. 2. Et le reste, c'est pour la famille. Le reste, c'est parents, collatéraux, enfin les sœurs, éventuellement. Mais c'est déjà la mise. Donc, il ne faut pas qu'on pense que c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'au décès. Je dis bien légalement mariée. Tout à fait. C'est de ça qu'on parle ce soir. Donc, c'est ça, c'est l'avantage d'aller au mariage. C'est ça peut-être. Ok. C'est ça peut-être. Parce que si vous n'allez pas au mariage et que votre conjoint décède, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. D'accord, Maître Prisca, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons parlé de long en large du mariage civil, ses avantages, ses inconvénients. C'est vrai qu'on va revenir sur certains inconvénients, certaines conséquences, notamment en ce qui concerne l'enfant. Mais quel conseil vous avez à l'endroit des jeunes qui vous écoutent actuellement, qui aspirent au mariage civil? Le conseil que j'ai pour les jeunes, hommes comme femmes, je voudrais juste leur dire de ne pas prendre le mariage civil comme un accomplissement du mariage, c'est-à-dire un accomplissement de la vie en commun, non. C'est avant tout un contrat. Et quand on dit un contrat, c'est un accord de volonté. Avant d'aller au mariage civil, assurez-vous que aussi bien le mari que la femme ont la même compréhension de la vie, la même façon de voir les choses. Parce que ça ne sert à rien d'aller au mariage et que quelques temps après, on va divorcer. Ça ne sert à rien. C'est avant tout un contrat. Et le contrat, ce n'est pas le jour-là, je vais mettre une robe blanche grande. Non, ce n'est pas ça. Réfléchissez à fond sur l'acte que vous voulez poser. Parce que ça engendre des conséquences. Et donc, on ne peut pas se voir un matin et dire à 15 ans, on veut se marier. Non. Réfléchissons à l'acte comme c'est un acte qui a empreint des conséquences. Et j'ai pour habitude de dire les conséquences fâcheuses, les conséquences douloureuses d'un mariage ou d'un divorce sont plus poignants, ça fait plus mal que si vous vous mettez en union libre. Ok. Vous comprenez? Tout ça à fait. fait plus mal. Parce que la procédure, elle est longue, elle est judiciaire, on va, on vient, et puis, et si vous ne savez pas faire, vous allez enfreindre la loi, alors même que vous voulez vous défaire d'un mariage. Parce que jusqu'au jour où le juge n'a pas encore prononcé son divorce, vous ne pouvez pas vous mettre avec un autre homme ou vous mettre avec une autre femme. Alors que si l'union était libre, vous pouvez enceinter le nombre de filles que vous voulez, hein, ça ne dérange personne. La femme peut venir comme elle veut, ça ne dérangera personne. Mais quand on consacre le mariage,
pour s'en défaire, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça prend du temps. C'est juste ce que je vais leur dire. Donc, réfléchissons-y, réfléchissons sérieusement avant de nous engager. Et surtout, prendre son temps. Prendre véritablement son temps. Le temps qu'il faut prendre, je ne dis pas le temps dans la durée. Le temps dans la réflexion. D'accord. Madame, non, je vais dire maître Layo Priska Ogoubi, vous allez me saluer toutes les femmes avocates de l'association, de l'association des femmes avocates du Bénin, ces femmes-là qui se battent pour la défense des citoyens et surtout, vous allez vous battre aussi désormais pour les hommes qui sont, je vais dire, est-ce que je vais parler de violés? Non. Mais quand même des hommes qui sont agressés psychologiquement, moralement. Aujourd'hui, on voit que les avocates ou même certains avocats vous intéressez trop à la défense des femmes. Revoyez aussi comment vous allez défendre les hommes quand ils sont agressés psychologiquement, verbalement au foyer. Nous le faisons déjà. On défend bien les hommes qui sont violentés. D'accord. En fait, ils manquent de courage juste. Mais ceux qui ont le courage de se rapprocher de nous, on les défend. Il y a des hommes qui me comprendront parce que je les ai défendus contre les femmes parce que je vois visiblement que c'est une injustice. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Parole aux jeunes sur la 102.3 Diaspora FM. Vous avez compris, nous avons parlé de long en large du mariage civil. On a reçu dans ce studio de la 102.3 Maître Layo Priska Ogoubi, avocate au barreau du Bénin, secrétaire générale de l'association des femmes avocates du Bénin. Aristide Tiatine était en direct avec vous. Parole aux jeunes de ce soir, c'est terminé. Portez-vous bien, au revoir. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM.